Bonjour à tous et bienvenue dans cette session spéciale formation continue en biologie clinique consacrée à l'assurance qualité. Je m'appelle Sébastien Montant, je suis docteur en sciences, je travaille dans le service de microbiologie clinique ici au CHU à Liège et je suis responsable scientifique notamment au niveau du laboratoire de biologie moléculaire et je suis responsable qualité dans ce secteur. Nous avons décidé avec ma collègue Cécile Mex, qui est pharmacienne biologiste, de vous parler aujourd'hui du choix et de la mise en œuvre des indicateurs de qualité en microbiologie clinique. En effet, d'habitude, quand on présente quand on fait ce type de formation, on a toujours l'habitude de présenter un dossier de validation, une innovation technique, mais nous avons décidé aujourd'hui de prendre pour repère un point de la norme, et notamment celui consacré aux indicateurs qualité. On verra tout à l'heure que c'est un point de la norme qui est relativement peu étendu, mais par contre qui a une importance cruciale dans la maîtrise du système qualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire un petit aparté sur la façon dont un système qualité peut être mis en place. Ce que je vais vous expliquer est valable quel que soit le système qualité que vous voulez mettre en place et quel que soit son objectif final. Un des pères fondateurs de l'assurance qualité, c'est William Deming. William Deming est né en 1900 aux États-Unis. Il était professeur de mathématiques et docteur en physique théorique et il a travaillé au début de sa carrière dans l'industrie agroalimentaire. Grâce à ces changements, à ces méthodes de management qu'il a développées et à l'introduction d'analyses statistiques, il a réussi à faire en sorte que cette industrie agroalimentaire soit en plein essor et avec des rendements extrêmement importants. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a fait appel à lui pour voir s'il y avait moyen de mettre en place ces techniques de management au niveau des usines de production d'armes. Malheureusement, les, les responsables étaient assez réfractaires à ces nouvelles idées où ils avaient toujours le modèle habituel de travailler avec des systèmes complètement segmentés, un peu du travail à la chaîne comme on le connaît notamment dans les usines Ford. Et le fait est que les Américains ont gagné la guerre sans nécessairement avoir eu besoin de nouvelles méthodes de management pour Deming. Et donc la preuve par l'absurde a été de dire que finalement les nouvelles méthodes de management introduites par Deming n'étaient peut-être pas aussi efficaces que cela. Notre ami William Deming a été relativement frustré par rapport à ça et est parti à ce moment-là au Japon, où là il y avait vraiment toute une économie à remettre debout, et les Japonais étaient relativement favorables à ces nouvelles idées de management et à notamment l'introduction de ces idées de statistiques, d'échantillonnage, etc. Et donc on a vu une dizaine, voire une quinzaine d'années plus tard, toute une série de produits en provenance du Japon qui ont déferlé sur les marchés européens et sur les marchés américains. Et on s'est rendu compte que ces produits non seulement étaient bon marché, étaient de qualité. Et donc, on avait vraiment la preuve par là, à ce moment-là, que les méthodes de Deming, finalement, n'étaient pas si mauvaises que cela. Alors, le système de management de qualité de Deming repose sur ce qu'il appelle la roue de Deming, et qui est segmentée en 4 étapes: le plan, le do, le check et le act. La première étape du cycle, qui est le plan, donc c'est-à-dire planifier, va donc consister à préparer et à planifier ce que l'on va réaliser. On va définir le cahier des charges avec les tâches à réaliser et leurs coûts, et établir un planning, déterminer la date et de fin de réalisation. Et on va définir également une politique qualité. La seconde étape du cycle, le do en français, donc faire, est la construction, la réalisation de l'œuvre. Elle commence toujours par une phase test. Ensuite vient la troisième étape, le check. On va vérifier, contrôler que les ressources mises en œuvre dans l'étape précédente et les résultats obtenus correspondent bien à ce qui était prévu au niveau de la planification. Alors divers moyens de contrôle sont déployés, que ce soit des tableaux de bord et notamment des indicateurs de performance. Enfin, la dernière étape du cycle, le act, donc agir, consiste à ajuster les écarts, rechercher les points d'amélioration, ce qui amènera un nouveau projet à réaliser, donc une nouvelle planification à établir, et ce sera le début d'un nouveau cycle. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est important, sur des petites illustrations de naming, on représente une cale sous la roue pour éviter de revenir en arrière. Cette dernière symbolise l'entretien d'un système formel avec des procédures claires et accessibles, des audits réguliers, etc., etc. Voyons comment on peut appliquer ça dans un laboratoire de biologie clinique ou dans un laboratoire de microbiologie. Donc la première étape va être la planification, c'est-à-dire que vous allez avoir comme point d'entrée des échantillons cliniques à analyser et en point de sortie des résultats à donner au prescripteur ou au médecin. Et donc ce que vous allez faire, c'est planifier toutes les étapes qui sont importantes pour aller du point A au point B. On va voir qu'il y a des étapes pré-analytiques qui sont critiques, analytiques et post-analytiques. C'est-à-dire que vous allez définir
sous quelles conditions vous allez réaliser vos analyses, sur quel type de prélèvement, quelles sont les conditions de prélèvement, vous allez mettre vos exigences des formulaires de demande, etc., etc. Au niveau analytique, vous allez faire un choix de votre méthode. Vous allez choisir le test que vous allez mettre en œuvre. Vous allez mettre en place une série de protocoles de validation. Vous allez mettre en place une gestion de vos appareils, de vos réactifs, etc. Et au niveau post-analytique, vous allez devoir avoir toute une série de procédures qui vont être écrites pour la confirmation de vos résultats, comment ça va se faire la validation biologique de ceux-ci, comment on va transmettre les résultats, ce qu'on va faire des échantillons une fois qu'on a réalisé l'analyse, etc. Et donc tout ça va considérer votre étape de planification. Vous allez mettre sur papier toutes ces différentes étapes qui sont critiques et voir quels sont les moyens qu'il faut être mis en œuvre et les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir les réaliser. C'est vraiment l'étape de planification, c'est la rédaction de votre cahier des charges. Une fois que vous avez une fois que vous avez planifié tout cela, vous allez passer à l'étape du do, c'est-à-dire que vous allez rédiger votre manuel de prélèvement, réaliser vos feuilles de demande, développer votre site analytique sur lequel vous allez mettre vos analyses que vous allez pouvoir proposer. Vous allez engager du personnel, vous allez avoir tout un système de gestion de votre environnement, c'est-à-dire avoir des locaux dédicacés pour les différentes activités. Au niveau analytique, vous allez également valider vos différents automates, valider vos différentes trousses, vous allez former votre personnel, vous allez avoir des programmes de maintenance des appareils qui vont être mis en place, des programmes de surveillance au niveau de vos températures de vos locaux, de votre frigo, de vos congélateurs. Au niveau post-analytique, vous allez également avoir un système de validation technique, un système de validation biologique. Vous allez mettre en place un système de transmission des résultats, etc., etc. Et tout ça va être réalisé. Et ensuite, l'étape suivante, c'est la surveillance de votre système qualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis en œuvre tout ce qui vous semblait nécessaire pour que de la réception de l'échantillon, vous puissiez avoir un résultat qui est qualitativement fiable à rendre aux prescripteurs, eh bien, à ce moment-là, vous allez mettre tout en place un système de surveillance pour vérifier que chacune des étapes est bien maîtrisée. Alors, systèmes de surveillance sont divers. Ça passe notamment par la participation à des programmes de contrôle de la qualité, à des revues d'événements indésirables, à des audits internes et des audits externes, mais également par la mise en place de tout un système, une série d'indicateurs qualité qui sont pertinents, que ce soit des TAT, donc des Turnaround Runtime, l'évaluation du volume d'analyse sur une période donnée, des suites de contamination, l'évaluation de votre personnel, etc., etc. Ensuite, la dernière étape, c'est l'acte, c'est-à-dire que vous allez recueillir toute une série d'informations qui sont importantes et qui font suite à la mise en place de vos indicateurs qualité, de vos contrôles de qualité externes, et vous allez modifier vos processus de telle manière à ce que ceux-ci soient plus efficaces et encore plus qualitatifs. C'est ce qu'on appelle l'étape du ACT. Donc vous allez nécessairement passer par une étape de modification parfois mineure, parfois majeure de votre flux de travail, peut-être à la réorganisation de vos locaux, à l'amélioration de vos canaux de communication. Il est parfois nécessaire de réécoler le personnel, d'avoir des formations spécifiques. Parfois, il y a besoin d'engager de nouveaux personnels pour faire face à des volumes d'activité qui sont importants, etc., etc. Et ensuite, vous repartez dans une étape de planification qui est importante pour pouvoir vous fixer de nouveaux objectifs de production. Maintenant qu'on a vu comment un système qualité pouvait être mis en place, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre aux exigences imposées par la norme. Et comme vous le savez, il y a toute une série de normes qui sont extrêmement spécifiques. Dans les laboratoires d'analyse de biologie médicale, on se réfère à la norme ISO 15189 dans sa version 2022, qui va donner toutes les exigences qui concernent la qualité et la compétence pour la délivrance de résultats dans ce type de laboratoire-là. Si on s'amuse à faire une petite recherche sur le terme indicateur qualité dans la norme ISO 15189, on voit que ce mot indicateur apparaît 11 ou 12 fois si je me rappelle bien. Dans un premier point, où il s'agit simplement d'une définition qui est donnée par la norme. Un indicateur qualité est donc une mesure de l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire à des exigences. Bon, vous avouerez que la définition n'est pas très sexy, mais on pourrait retraduire cela comme étant un indicateur de qualité est une mesure quantitative utilisée pour évaluer la performance d'un processus ou d'une activité et devant répondre à des critères prédéfinis.
Les objectifs des indicateurs qualité sont multiples, c'est-à-dire qu'ils servent en partie à détecter des dysfonctionnements, pardon, et à suivre une évolution dans le temps de votre système qualité. Ce qui est important, c'est qu'il faut se raccrocher à des objectifs, c'est-à-dire qu'on va le voir par après, c'est que la définition d'un indicateur qualité s'accompagne toujours d'objectifs. Et le point important également, c'est au terme de la mise en place de cet indicateur-là et de son évaluation, il doit nécessairement, enfin, si besoin est en tout cas, déclencher des actions correctives qui vont amener à une amélioration de votre système qualité. Un bon indicateur qualité se définit par différentes caractéristiques que l'on peut retrouver dans l'acronyme SMART, c'est-à-dire le S pour spécifique, c'est-à-dire que votre indicateur de qualité doit vraiment être ciblé sur un objectif bien précis. M pour mesurable, c'est-à-dire que vous devez avoir un indicateur qualité pour lequel vous pouvez récolter des mesures qui sont exploitables mathématiquement et analytiquement. A pour atteignable, c'est-à-dire que votre indicateur qualité doit être réaliste, dans le sens où vous ne pouvez pas vous fixer des indicateurs qualité avec des objectifs qui sont complètement inatteignables. Vous ne retirez aucune indication de cet indicateur-là. Il doit être relevant, c'est-à-dire que vos indicateurs de réalité doivent vraiment correspondre à la réalité de votre terrain et à une situation qui est vécue au quotidien, et doit être défini dans le temps. En fait, un bon indicateur qualité doit vous être utile, c'est-à-dire qu'il doit apporter des réponses à des questions que vous posez et nécessairement conduire à une décision et une modification si besoin. Dans le point 8.8.2 de la norme ISO 15189, vous avez trois petites phrases qui vous disent: le processus de surveillance des indicateurs qualité doit être planifié, ce qui inclut l'établissement des objectifs, de la méthodologie, de l'interprétation, des limites, du plan d'action et de la durée de suivi. Les indicateurs doivent être revus régulièrement pour assurer leur adéquation continue. Donc par cette phrase-là, on a simplement la caractéristique d'un indicateur, ou en tout cas la caractéristique des points d'attention qui sont importants lors de sa mise en place. Ainsi, chez nous, au laboratoire de microbiologie, pour chaque indicateur qui est mis en place, on a un petit canevas qui est repris ici pour information, dans lequel on va retrouver les caractéristiques qui sont énoncées par la norme que l'on vient de voir. Autrement dit, on a commencé toujours par un libellé, c'est-à-dire on va exprimer le but de l'indicateur qualité avec les objectifs qui sont bien définis. On a ici un indicateur dont on reparlera plus tard, qui sont l'ajout de PCR manuelle urgente dans le laboratoire. On a donc décidé de suivre cet ajout de PCR manuel urgent avec pour objectif d'avoir une idée du nombre de PCR dites urgentes qui sont rajoutées à l'initiative des prescripteurs, des biologistes et ce en dehors des règles prévues et de manière à pouvoir quantifier ces ajouts. La variable qui est définie, c'est le nombre d'ajouts de PCR demandés à l'initiative des biologistes ou des scientifiques. On a un mode de calcul qui est un relevé qui est fait pendant 3 mois du nombre de PCR ajoutés. Une unité de mesure qui est définie, qui est le nombre de demandes ajoutées par analyse. Une périodicité d'application, on a décidé de le faire pendant 3 mois. La façon dont on va représenter nos résultats, dont on va les interpréter, c'est en représentation tabulaire avec une analyse tabulaire, voire une analyse graphique si nécessaire. Ce qui est important, c'est toujours définir une date de suivi, donc c'est-à-dire un date de début et une date de fin. Ici, on a suivi notre indicateur entre octobre 2025 et janvier 2026, et de pouvoir présenter ensuite ces résultats-là en suivi lors de tableau blanc ou sous forme de récapitulative à la fin des. Alors ici, simplement le petit tableau qu'on a utilisé pour répondre à cet indicateur-là, dans lequel on va indiquer le jour et l'heure à laquelle la PCR a été demandée, sa référence dans notre système LIS, le type d'analyse qui a été rajouté sur la matrice, qui a fait qui est à l'origine de cet ajout, et surtout, est-ce qu'il est possible d'inclure cette nouvelle analyse dans un run déjà existant? Oui, non, pour quelles raisons? Et surtout, ce qui est très important, c'est la conclusion. C'est le dernier point, c'est-à-dire la conclusion que vous allez tirer de votre indicateur une fois que vous l'avez analysé, et de manière à savoir si cet indicateur vous a apporté des réponses aux questions que vous posiez, et si il y a besoin de mettre en place une série d'actions correctives pour pouvoir améliorer votre système de fonctionnement. On reviendra par après sur cet indicateur-là, et c'est simplement vous donner une idée de la façon dont la méthodologie était développée dans notre laboratoire.
Et alors ensuite, le dernier point de la norme où on parle d'indicateurs qualité, ce sont les objectifs et les politiques. C'est-à-dire que le laboratoire a défini des indicateurs qualité permettant d'évaluer les performances sur tous les aspects clés des processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques, et de surveiller les performances par rapport aux objectifs qui ont été définis. Et ainsi toute une série d'indicateurs qui sont renseignés et qui peuvent être utilisés par les laboratoires, c'est-à-dire le nombre d'échantillons non conformes reçus par rapport au nombre d'échantillons qui sont arrivés au laboratoire, le nombre d'erreurs dans l'enregistrement, le nombre de comptes rendus ayant été corrigés, etc., etc. Ce qui est très important, c'est de montrer, c'est de voir que la norme oblige les utilisateurs à mettre en place un système d'indicateurs qualité qui regroupe l'ensemble du processus pré-analytique, analytique et post-analytique. Et l'autre information importante, c'est que sur cette dia-là sont résumées toutes les informations issues de la norme et qui concernent les indicateurs qualité. C'est-à-dire qu'on vous définit des objectifs qui sont bien clairs, on vous donne une forme de méthodologie sur la façon de mettre en place ces indicateurs-là, avoir leur suivi et tout ça. Et pour le reste, on vous laisse faire de la façon dont vous voulez faire. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place tous les indicateurs qui vous semblent utiles et opportuns. Il n'y a pas d'exigence par rapport à ça. Si on reprend maintenant notre flux au niveau du laboratoire, à savoir j'ai un échantillon qui arrive dans le laboratoire, j'ai une série d'étapes pré-analytiques qui sont réalisées, étapes analytiques, étapes post-analytiques comme on l'a vu précédemment, eh bien on va pouvoir mettre, comme l'exige la norme, des indicateurs qualité sur ces différentes étapes-là pré-analytique, analytique, post-analytique, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place également des indicateurs qualité sur votre système qualité en tant que tel, c'est-à-dire que vous voulez faire un relevé du nombre de plaintes des clients, le relevé des non-conformités. Vous pouvez les mettre en place également sur votre gestion documentaire, à savoir la prise de connaissance de procédures pour vos utilisateurs, mais également sur vos ressources, que ce soit votre personnel, par le biais d'enquêtes de satisfaction, de mesures de l'absentéisme, ou également au niveau de votre système, au niveau de votre environnement de travail. On verra par exemple avec les taux de contamination. La question que l'on peut se poser ensuite est de savoir si la microbiologie en tant que telle a des spécificités particulières pour la gestion de ces contrôles de qualité. Alors la réponse va être une réponse normande, c'est-à-dire qu'on va dire oui à la fois oui et non. Oui dans le sens où une des caractéristiques de la microbiologie, c'est qu'on va travailler avec des natures de prélèvements qui sont très variables. On peut potentiellement travailler sur n'importe quel type de prélèvement humain, prélèvement respiratoire, des selles, des urines, du sang, des liquides, liquides de ponction, etc., etc. Et donc, on doit s'attendre à ce que la qualité de nos résultats soit aussi bonne, quel que soit le type de prélèvement, pour autant qu'il soit opportun. On travaille également, comme vous le savez, avec du matériel qui est potentiellement infectieux. Et donc ça a une conséquence importante, notamment en termes, au niveau de la sécurité de notre personnel et la sécurité environnementale. Et ensuite, on travaille avec des techniques qui sont extrêmement sensibles à la contamination, et donc ça peut avoir un impact direct, notamment sur la qualité des résultats. Pour le reste, on est intégré dans un système qualité qui est commun avec celui de l'Unilab et il n'y a pas des points spécifiques au niveau de la norme ISO 15189 par rapport à la prise en charge des prélèvements au niveau de la microbiologie. On a également des systèmes de gestion d'analyse qui sont urgents, non urgents, comme d'autres laboratoires, etc., etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la mise en place d'un indicateur qualité et le choix d'un indicateur qualité va se faire vraiment par une approche basée sur l'évaluation du risque. Et ce risque, il est spécifique à votre activité. Vous devez, une fois que vous avez défini vos différents flux d'activité, c'est définir quels sont les flux qui sont les plus critiques, les points d'attention les plus importants liés à votre activité, et en fonction de ça, voir quel est le risque de survenue de ces événements-là. Et en prenant en compte la criticité, l'occurrence des différents risques qui peuvent survenir, vous avez déjà une bonne base pour le choix des indicateurs à mettre en place dans votre laboratoire. Alors pour la suite de cet exposé, on va vous présenter différents indicateurs qualité qui ont été mis en place dans notre laboratoire et qui répondent à des besoins spécifiques que l'on s'est posés. Vous allez voir qu'il existe à la fois des indicateurs qui sont opérationnels, spécifiquement liés aux analyses, et à des étapes analytiques importantes, notamment les parties pré-analytiques sera présentée par Cécile May, qui vous présentera différents indicateurs qualité pré-analytiques
que l'on a mis en place en bactériologie. Vous en présenterez également des indicateurs qualité au niveau analytique, notamment en ce qui concerne les ajouts d'analyse urgente au niveau des PCR dont j'ai déjà évoqué tantôt. Il existe également des indicateurs post-analytiques que je ne vais pas détailler par manque de temps, mais qui peuvent être également mis en place et qui sont réduits en courant, comme les TAT, le pourcentage de protocoles modifiés, etc., etc. On parlera également, chose importante, au niveau de la gestion de l'environnement, du taux de contamination. Ça, c'est un point qui est important, qui est spécifique à la microbiologie également, mais également qui peut être rapporté pour d'autres laboratoires qui utilisent des techniques fort sensibles, notamment des techniques PCR, où on sait qu'il y a un taux de contamination qui est notamment important suite à la manipulation d'échantillons en post-PCR. Et puis on verra également qu'on a mis en place une série d'indicateurs sur notre système qualité en tant que tel, et on présentera notamment un relevé des non-conformités qu'on a eu au niveau des audits externes, un point sur l'absentéisme du personnel et un point sur la prise de connaissance des procédures dans le laboratoire. Commençons d'abord par les indicateurs qualité que l'on peut mettre en place au niveau du système qualité. Pour cela, ils sont différents types. Vous pouvez notamment vous intéresser aux non-conformités. C'est l'indicateur le plus évident qui est mis en place, les non-conformités dans votre système. Il s'agit soit des non-conformités pré-analytiques, analytiques, post-analytiques, des non-conformités globales. Elles rendent compte en fait du niveau de maîtrise de votre système qualité. Et donc ce qui est intéressant, c'est de faire annuellement une revue systématique de ces non-conformités-là et de voir à nouveau leur occurrence et leur criticité. Ce qui est important également, c'est de pouvoir faire au sein de cette analyse la répartition par type d'événement qui survient, de manière à pouvoir déterminer quelles sont les zones, quels sont les endroits qui sont problématiques au sein de votre système qualité. Ce qui est toujours intéressant également, c'est de comparer les résultats que vous avez, si vous décidez de faire par exemple une analyse annuelle, c'est de comparer ça dans le temps, de manière à voir si vous avez une amélioration de vos systèmes qualité ou au contraire une dérive, et quel est le taux de récurrence de ces non-conformités-là. C'est-à-dire, si vous avez des non-conformités qui apparaissent une fois de temps en temps sur un point particulier, ou si au contraire, vous avez une fréquence très importante de la survenue de ces événements indésirables dans un point bien précis, que ce soit par exemple le pré-analytique ou la gestion de certains équipements. Ce qui est très intéressant également, c'est la mise en place des CAPA, donc des plans d'action corrective et préventive. Ces plans d'action, ils sont nécessaires et ils sont souvent mis en place lorsque vous avez une occurrence importante, une répétition importante d'un certain type de non-conformité. Ces plans d'action peuvent être suivis par une série d'indicateurs qualité, notamment en regardant le pourcentage d'actions qui sont clôturées dans les délais. C'est-à-dire, ça va donner une idée de la réactivité de votre système qualité. En effet, si vous ouvrez toute une série de plans d'action, que vous dites, voilà, j'aimerais bien qu'ils soient clôturés dans un mois ou 3 semaines ou 2 mois, mais que vous vous rendez compte au bout de l'année que 90% de vos plans d'action n'ont pas été clôturés dans les temps impartis, c'est que vous avez un problème soit en termes de ressources, soit au niveau de votre système qualité, soit en termes de la maîtrise de celui-ci. Donc important également, c'est de voir le délai moyen de clôture de vos plans d'action, de manière à voir quelle est l'efficacité de votre système qualité. Et dans la même ordre d'idée, ce qui est important, c'est voir le nombre d'actions qui étaient en retard, comme je l'ai évoqué, c'est représentatif de la charge qualité que vous avez sur votre système. Un système qualité sans bonne procédure n'est pas un bon système qualité, comme dirait quelqu'un de bien connu. Et donc, ce qui est important de voir également, c'est la façon dont vous gérez votre système documentaire. Un des indicateurs qualité qu'on peut mettre en place, c'est le pourcentage de procédures qui sont mises à jour. Vous savez que vos procédures ont une durée dans le temps qui sont limitées, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça c'est vous qui définissez en fonction de vos procédures. Et donc il est bon tout un certain temps d'avoir une revue de ces procédures-là, de manière à pouvoir vérifier que votre système qualité est toujours à jour. Un des indicateurs qualité que l'on peut mettre en place et que l'on essaye de faire annuellement dans la revue de direction, ben, c'est de voir le pourcentage de procédures qui sont à jour. À nouveau, ça vous donne une idée de la maîtrise documentaire et de la maîtrise de votre système qualité. Ce qui est important à voir également, c'est que en fonction du nombre de documents qui ont expiré, ben, c'est de tirer non seulement des enseignements quant à la maîtrise documentaire, mais également quels sont les risques en termes de qualité que vous encourez dans votre laboratoire.
Si vous vous rendez compte que vous avez un système qualité dans lequel 30% de vos procédures sont expirées, il y a de fortes chances à ce moment-là que vos technologues sur le terrain travaillent avec des procédures qui ne sont pas à jour et donc vous avez un risque important d'avoir une dérive en termes de qualité des résultats qui vont être rendus. Cet indicateur-là donne également des indications quant à la réactivité de votre système qualité. Et un point important également, et que l'on va développer ici, c'est la prise de connaissance des documents de qualité. C'est-à-dire que cela va être le reflet de l'adhésion à votre système qualité par le personnel de votre laboratoire. Ici, chez nous au laboratoire, on a notre gestion documentaire se fait dans un logiciel qu'on appelle Vivaldi, et à partir duquel la notification auprès des membres du personnel, que ce soit des membres techniques, scientifiques, biologiques, passe par un petit logiciel qu'on appelle un module d'action étage, dans lequel chaque nouvelle procédure qui est injectée dans le système va être considérée comme étant une tâche de lecture à faire par les membres du personnel. Et on peut aisément sortir des statistiques hebdomadaires, mensuelles, annuelles, comme vous voulez, sur le nombre de tâches de lecture, de prise de connaissance que les différents membres de votre laboratoire ont à faire. J'ai pris un exemple fictif ici avec 8 personnes dans mon laboratoire pour lesquelles on regarde le nombre de tâches de lecture à réaliser par ces 8 personnes qui sont représentées par des couleurs différentes entre les mois de janvier et mai 2026. Et on peut voir que certains éléments, par exemple l'élément orange, c'est un technologue qui est assez assidu par rapport à ses tâches de lecture. Par contre, les technologues en jaune et en vert, ils cumulent les tâches et donc ils sont beaucoup moins assidus par rapport à ces activités-là. Alors, attention à la façon dont vous allez interpréter vos résultats. Il ne s'agit pas toujours non plus de la mauvaise volonté de la part du technologue. Il peut simplement s'agir de personnes qui sont surchargées de travail et qui n'arrivent pas à dégager du temps pour lire leurs procédures qui sont en retard. Et donc ça, c'était également important dans la façon dont vous allez traiter vos résultats. Donc il faut toujours être critique par rapport à la façon dont vous analysez vos indicateurs qualité et pas simplement dire, ah ben dans ce cas-là, la personne bleue, elle ne fait pas ses tâches et donc hop, je vais lui mettre un blâme par rapport à ça. Non, il faut essayer de comprendre lors de discussions diverses, que ce soit en communication directe, en tableau blanc, en réunion de service, pourquoi ces personnes-là n'arrivent pas à dégager du temps pour accomplir leur tâche de lecture. Un dernier point également qui est important comme indicateur qualité comme indicateur qualité de votre système qualité, c'est la réalisation des audits. Donc vous savez qu'on est obligé, quand on est accrédité, notamment sous la norme ISO 15289, c'est d'avoir des audits fréquents qui sont soit des audits externes, dans ce cas-ci en Belgique, par des représentants de chez Bellac, ou en interne, qui sont faits généralement une fois par an dans les différents secteurs d'activité du laboratoire, de manière à voir un peu la dynamique de notre système qualité. Et ce qui est important également, c'est de voir quelles sont l'évolution du nombre de non-conformités qui sont générées lors de ces audits-là, parce que cela vous donne une idée de la dynamique et du niveau de progression de votre système qualité. Alors, dans le cadre de la préparation de cet exposé, je me suis amusé à reprendre toutes les non-conformités que notre laboratoire avait eues depuis le début de son accréditation en 2010 jusqu'en 2026, date du dernier audit BELAC qu'on a eu il y a 3 semaines. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai repris en vert les non-conformités de type B qui étaient spécifiques au laboratoire, en bleu les non-conformités de type B qui étaient transversales pour l'ensemble de l'Unilab ou des laboratoires ayant intégré notre système qualité, et en A les non-conformités de type A. Et c'est intéressant de voir, c'est l'évolution du nombre de non-conformités que l'on a, qu'elles soient spécifiques ou transversales au cours du temps. Avec en 2010, on était accrédité, c'est vraiment le début de notre accréditation, donc fatalement, on a eu plein de non-conformités parce que notre système qualité n'était pas du tout mûr, n'était pas du tout au point. Et puis on se rend compte qu'au cours des années, on a une diminution 2011-2012 du nombre de non-conformités parce qu'on a bien pris en compte les remarques faites par les auditeurs, qu'ils soient auditeurs techniques ou auditeurs qualité. En 2013, on passe à une nouvelle version de la norme ISO 15189 et donc il y a des petites modifications qui ont été réalisées et donc du coup ça a un impact sur la traduction de ces nouvelles exigences sur le terrain avec une augmentation du nombre de non-conformités.
on lisse ça au cours du temps. En 2024, vous voyez qu'on a adopté le système de scope flexible et donc on a eu quelques petites non-conformités par rapport à ça. On est passé en 2025 à la nouvelle norme à la nouvelle version de la norme ISO 15189 et vous voyez que cette nouvelle version qui est un changement relativement conséquent, finalement on l'a bien maîtrisé parce qu'on a maintenant l'habitude et une forme d'éducation par rapport à notre système qualité. Et donc, en reprenant un peu l'historique des non-conformités que l'on a pu observer au niveau des non-conformités BELAC, on voit vraiment qu'on a un système qualité qui est vivant, qui est efficace, qui est malléable et qui s'adapte bien aux différentes exigences et modifications normatives. Évidemment, la même réflexion peut être faite pour les non-conformités d'audit interne. C'est exactement la même philosophie qui était en jeu. Un point qui est important également, qui peut être discuté, c'est comme indicateur qualité, c'est finalement quelle est la satisfaction de vos clients. C'est-à-dire que vous avez un laboratoire de service, c'est-à-dire que vous avez des échantillons, vous devez rendre un résultat à des clients, à des patients. Et finalement, ce qui est important, c'est de se rendre compte quelle est la satisfaction des cliniciens par rapport au travail que l'on fait, que ce soit en termes de délai de rendu des résultats, en termes de panel de tests proposés. On sait que on travaille dans des laboratoires universitaires et donc on aime bien proposer toute une série de nouveaux tests, de tests innovants et donc pour cela on est à l'écoute des cliniciens également. On peut essayer de doser quel est le degré de satisfaction par rapport aux interactions que les cliniciens ont avec les biologistes et avec nos équipes au sein des différentes équipes au sein du laboratoire, également sur la lisibilité du compte rendu, etc., etc. Donc c'est un indicateur que l'on met pas souvent en place, mais qui mérite franchement un point d'attention particulier. Un autre indicateur en termes de satisfaction, c'est votre personnel. Votre personnel, c'est une ressource entre guillemets humaine qui est importante et donc il est important de savoir quel est son degré de satisfaction, que ce soit en termes de charge de travail, répartition du travail, est-ce qu'ils ont une lassitude par rapport aux activités qu'ils font, est-ce qu'ils ont envie d'avoir des nouvelles formations spécifiques au métier par rapport à ça, etc., etc. Donc c'est très important d'avoir une évaluation du degré de satisfaction de votre personnel et la mise en place d'un indicateur spécifique permet, comme il était expliqué au début de la présentation, d'avoir des données qui sont quantitatives et objectivables. C'est pas simplement des appréciations autour d'une table de café où on le dit bah oui, non, ça aujourd'hui ça va pas trop, bah oui, pour le moment ça va bien. C'est vraiment l'occasion de mettre sur le point et sur papier, pardon, toute une série de points qui sont importants. Attention au retour que vous en faites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de mettre en place un indicateur qualité qui est consacré au bien-être et à la satisfaction générale de vos technologues, vous devez être prêt à recevoir toute une série de critiques ou d'améliorations pour lesquelles vous allez devoir tenir compte et que vous allez devoir tenir compte de ces critiques-là ou de ces améliorations-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de vous dire, faire une enquête de satisfaction auprès du personnel et vous dire, OK, on vous entend, mais rien faire après. Ça, c'est vraiment une attitude qui est désastreuse et encore plus démotivante. Donc attention, lorsque vous faites une enquête, ce type d'enquête de satisfaction-là, c'est pour être sûr de pouvoir répondre positivement aux attentes de votre personnel. Ici, on a pris également en compte, au niveau du personnel, d'un indicateur qui est le taux d'absentéisme. On a décidé depuis quelques années de suivre ce taux d'absentéisme dans les différents secteurs du laboratoire, qui sont représentés par ce graphique ici en vert pour un secteur A, en orange pour un secteur B, en gris et en jaune, et en bleu foncé pour avoir une estimation du taux d'absentéisme, c'est-à-dire le pourcentage de jours maladie versus le pourcentage de jours de travail qui sont censés prester. Et vous voyez que au-delà des fluctuations que l'on peut observer entre secteurs au cours des années, ce qui est important de se rendre compte, c'est notamment en 2025, on a eu un taux d'absentéisme qui est globalement beaucoup plus élevé que les autres années. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a un impact direct sur vos équipes techniques, c'est-à-dire que vous avez presque, dans notre cas, on avait l'équivalent de 2 ETP sur 30 ETP techniques, donc ça veut dire que la répartition du travail est remise sur les épaules des autres. Et donc, c'est une donnée qui est vraiment importante à prendre en charge lorsque vous décidez de faire votre analyse annuelle d'activité de votre laboratoire.
Attention que qui dit absentéisme ne veut pas dire nécessairement carottage. C'est-à-dire que cette source d'absentéisme-là, il faut pouvoir l'interpréter de manière correcte. Si vous avez une ou deux personnes qui sont en congé de maladie, en congé de maternité, c'est des absentéismes qui est planifié, qui peut être planifié, et donc vous devez pouvoir faire face à ce type d'absentéisme-là. Alors j'ai juste donné pour information une idée du taux d'absentéisme que l'on peut retrouver, notamment de manière générale dans le milieu du travail. Il y a une étude Sécuris qui avait été en 2025 où on avait en moyenne 8,5% d'absentéisme qui était repris au niveau du travail. Et en milieu hospitalier, alors au milieu hospitalier, c'est pas nécessairement au niveau des laboratoires, mais tout activité confondue, on était à 12% en 2023. Donc c'est un indicateur qui est important et qui est utilisé, nous, notamment pour pouvoir pallier à l'absence de polyvalence dans certains secteurs. On a certaines équipes où il y a peu de personnes et on s'est rendu compte que l'absentéisme d'une ou deux personnes dans ces secteurs-là avait un impact relativement important sur la qualité et la prise en charge des échantillons. Et donc, ça nous a permis de mettre en place une série de polyvalences au sein de ces secteurs-là. Intéressons-nous maintenant aux différents indicateurs analytiques que l'on va pouvoir mettre en place dans le laboratoire. Le premier type d'indicateur, c'est ce que je vais appeler des indicateurs sentinelles. Ils sont vraiment spécifiques aux analyses, aux tests que l'on veut réaliser, et sont par exemple le taux de positivité de grippe que l'on a en période hivernale, l'évolution du nombre de cas positifs de monkeypox dans la population, etc., etc. Ces indicateurs vont vous donner toute une série d'indications par rapport à l'épidémiologie de certaines pathologies et vous permettent, comme cela, d'anticiper notamment la survenue de ces événements-là en mobilisant, si nécessaire, des ressources, que ce soit en termes de personnel ou en termes de réactifs, pour pouvoir réaliser toutes ces analyses-là. Un autre indicateur important sont les contrôles de qualité externe. Alors, vous savez que le contrôle de qualité externe, c'est un point qui est obligatoire au niveau de la norme, c'est-à-dire que vous avez l'obligation pour les analyses accréditées de participer à des échanges interlaboratoires ou à des contrôles de qualité externe qui vont vous donner une idée de la façon dont votre flux analytique est géré. Ce qui est important, au-delà du fait que ces indicateurs qualité sont obligatoires euh, au niveau normatif, c'est d'avoir des indicateurs qualité qui sont relevants et qui sont pertinents par rapport à votre activité. Je prends notamment l'exemple du SARS-CoV-2. Lorsqu'on a commencé les indicateurs, les contrôles qualité externe, pardon, en 2020 avec le SARS-CoV-2, on avait, comme vous voulez voir ici, une indication simplement, OK, on a une présence de coronavirus ou de SARS-CoV-2. Et puis au fur et à mesure qu'on a dû traiter ces échantillons-là, on s'est rendu compte de l'extrême variabilité de ces virus-là, et donc il était important que les contrôles qualité externes soient vraiment des bons indicateurs qualité dans le sens où il permet de détecter les différents variants qui étaient disponibles et qui étaient présents, pardon, au niveau de la population. Et donc, vous voyez qu'au cours du temps, en 2021, 2023, 2025, on a différents variants représentatifs de la situation actuelle dans la population, de ce qu'on peut trouver actuellement dans la population, qui sont présentés. Et ce qui est important, évidemment, c'est pouvoir tester vos techniques de manière à pouvoir voir et vous assurer qu'elles permettent de détecter tous les nouveaux variants euh, qui sont présents. Autre indicateur sentinelle qui est important, c'est le taux d'échec que vous avez dans vos contrôles de qualité internes. Tous ces indicateurs-là, ces indicateurs sentinelles, vont en fait être le reflet de la maîtrise de vos processus analytiques. Ce sont donc des indicateurs qui sont extrêmement importants. À cela, vous pouvez ajouter des indicateurs techniques, c'est-à-dire le nombre d'erreurs techniques que vous avez dans votre flux analytique, le nombre de fois où vos différents automates tombent en panne. Est-ce que vous avez des résultats qui sont concordants entre vos différents systèmes de backup? Tous ces indicateurs-là sont faciles à mettre en place et attestent de la robustesse de vos processus analytiques. Vous avez ensuite des indicateurs de performance opérationnelle. L'indicateur le plus facile, c'est de calculer le volume d'analyse, le nombre de tests que vous faites annuellement. Ça va vous donner une idée de la santé de votre laboratoire, de manière à voir si au cours du temps, vous avez une augmentation, une diminution de l'activité globale de votre laboratoire. C'est super important de manière à pouvoir gérer au maximum vos différentes ressources.
Un indicateur opérationnel important également, c'est le délai moyen de rendu des résultats, donc vos TAT, et le pourcentage de résultats qui sont rendus dans les délais impartis. Ça permet de voir la réactivité de votre laboratoire et le respect de vos différents objectifs que vous êtes fixés initialement. Vous pouvez également surveiller le taux de répétition de vos analyses, c'est-à-dire à quelle fréquence vous devez répéter les tests que vous mettez en place. Ça donne une indication de votre robustesse analytique et ça permet, comme je l'ai dit, de modifier éventuellement vos différents processus analytiques. L'indication du délai de rendu des résultats pour les ajouts d'analyse est également un indicateur qui permet de voir quelle est la souplesse et la réactivité de votre système. Donc on a décidé de mettre en place cet indicateur qualité pour avoir une idée du nombre de PCR manuels qui étaient ajoutés et qui sortaient du flux d'activité de routine quotidien. C'est-à-dire que les technologues pour les PCR manuels sortent le matin leur plan de travail, font les prélèvements des échantillons jusqu'à 10 heures environ, les extractions des acides nucléiques jusqu'à midi, et puis lancent les plaques PCR. Et bien souvent, il arrive que, à la demande des scientifiques, des médecins ou des biologistes, on rajoute telle ou telle analyse sur tel ou tel prélèvement et il faut essayer, dans le meilleur des cas, d'insérer ces prélèvements-là dans le flux analytique sans perturber toute la routine. Et donc l'idée, c'est de mettre en place une sorte d'indicateur qualité, de manière à voir quelle est l'occurrence de ces ajouts-là et voir dans quelle mesure ça se traduit par une perturbation du flux d'activité. Et donc, on a décidé de mesurer ces ajouts de l'analyse durant 3 mois, d'octobre 2025 à janvier 2026. Et l'on peut voir pour ces PCR manuels, on a pris différents exemples ici, le nombre de demandes qui sont ajoutées durant les 3 mois et ce que ces ajouts d'analyse représentent en pourcentage d'activité par rapport à ces tests qui sont réalisés de manière routinière. Par exemple, le HSV, on a 12 analyses qui ont été rajoutées pendant la période de 3 mois et ces 12 ajouts d'analyse représentent 9% des PCR HCV que l'on réalise qu'on a réalisé durant cette période-là. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que durant ces 3 mois d'analyse où l'on a eu environ une cinquantaine de tests différents qui ont été rajoutés, pour 7 d'entre eux, on a pu les inclure sans problème dans le run qui était prévu ce jour-là. Donc il n'y a pas eu de perturbation de l'activité et les résultats ont été rendus le jour même. Pour 18 d'entre eux, par contre, on a dû réaliser un extra run, c'est-à-dire prendre en charge ces échantillons indépendamment et faire l'extraction et la PCR indépendamment le jour même, donc en plus de l'activité de routine qui était prévue. 10 d'entre eux ont été inclus dans le run du lendemain, les runs qui étaient prévus, et 17 d'entre eux, par contre, ont été réalisés le lendemain dans des extra runs, donc runs qui n'ont pas été prévus. Et lorsque l'on regarde un peu l'origine des délais d'exécution pour ces analyses-là, on se rend compte que pour 35 d'entre eux, l'APC n'était pas planifié ce jour-là, ce qui fait qu'on a dû soit réaliser un extra run le jour même, soit un extra run le lendemain. Et pour 23 d'entre eux, les échantillons sont arrivés tardivement au laboratoire, généralement dans le début d'après-midi lorsque les PCR, les plaques PCR sont déjà lancées, et donc c'est plus possible de les inclure dans la routine, et donc il faut réaliser un extra run pour eux. On se rend compte en fait que de manière très anecdotique, il y a un échantillon qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'il n'y avait pas de thermocycleur qui était disponible, et deux d'entre eux pour lesquels on n'a pas su faire d'extra run parce qu'on était en sous-effectif en ce moment-là. Mais donc par contre, ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'on a une très bonne réactivité des équipes techniques, c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils reçoivent de manière assez fréquente, c'est quand même 50 échantillons sur 3 mois, avec, vous voyez, le nombre d'extra runs qui ont dû être lancés, ils ont une très bonne réactivité et donc on peut prendre en charge ces échantillons urgents, et je mets parfois des guillemets au mot urgent, ils ont pu les prendre en charge immédiatement ou en tout cas dans le pire des cas, les résultats ont été rendus le lendemain. Et donc ça c'est vraiment une très bonne indication sur la santé au niveau de notre organisation dans ce secteur d'activité-là. Alors un dernier point que je voudrais parler, c'est la gestion de votre environnement et notamment les problématiques liées au taux de contamination. Comme je vous l'ai dit tantôt en introduction, une des spécificités de la microbiologie, c'est le fait de travailler avec des échantillons qui sont contaminants, soit microbiologiquement parlant, soit par la présence d'amplicons lorsqu'on réalise des PCR. Et donc, quand on travaille avec techniques force sensibles, il y a un risque non nul d'avoir des échantillons qui sont faussement positifs suite à des problèmes de mauvaise gestion environnementale.
Et donc, on va prendre trois petits exemples pour expliquer ça, notamment des problèmes de faux positifs qu'on a eu sur le panel Filmeret et Biomérieux, des contaminations sur automate ouvert et notamment sur le C1800 lorsqu'on a introduit cette technique-là, notamment au début de la pandémie de Covid, et la mise en place de contrôles de qualité environnementaux. Alors, le panel Filmeret, donc le Filmeret, c'est un automate qui permet, développé par la firme Biomérieux, et qui permet de réaliser des PCR multiplex de manière très rapide. C'est-à-dire qu'en une heure et demie, vous avez la possibilité, notamment pour le panel Ménégo, mais le panel ménager, d'avoir une réaction positive ou négative pour toute une série de micro-organismes qui sont repris ici en un temps relativement réduit, ce qui est très important vraiment pour la prise en charge de patients chez lesquels on soupçonne une méningoencéphalite. Alors, ce sont des réactifs qui sont mis dans des emballages uniques, donc c'est un seul test qui est réalisé à la fois. Et vous le verrez, chose importante, il y a une petite préparation à faire, c'est-à-dire qu'il y a une étape d'hydratation qu'il faut réaliser, mais qui prend 1 ou 2 minutes, mais qui nécessite de manipuler les réactifs et en plus de manipuler les échantillons avant de réaliser l'analyse. On s'est rendu compte durant l'été 2019 d'un nombre relativement important de réactions faussement positives au test qui a été réalisé. Alors quand j'entends réaction faussement positive, c'est-à-dire que le résultat qui était délivré par l'automate, c'est-à-dire positivité pour l'un ou l'autre micro-organisme, ne collait pas avec la clinique du patient. Et donc, on a décidé de faire une analyse rétrospective depuis l'introduction du Filmeret en 2017 jusqu'à cette période de 2019, de manière à voir, en prenant chacun des échantillons positifs qui ont été identifiés, et donc sur cette ligne du temps, vous avez entre 2017 et 2019 les différents échantillons positifs que l'on a suspectés comme étant des échantillons faussement positifs. Pourquoi? Parce que le résultat ne collait pas avec la clinique du patient. Vous avez les icônes à gauche qui sont représentées et qui représentent les différents micro-organismes qui ont été impactés, VZV, Streptococcus, HVC, HV1, etc., etc. Et les codes couleurs qui sont référencés sur la flèche ici représentent les technologues qui ont manipulé les échantillons et réalisé l'analyse. L'idée était de voir si ce taux de contamination, de faux positifs de contamination important était lié soit à un numéro de lot, et vous avez les numéros de lot qui sont présentés en haut, soit à une mauvaise utilisation par une personne en particulier au niveau du personnel, soit à une espèce microbienne particulière, ou soit à l'automate en question. On a travaillé avec des automates qui ont plusieurs portes, et donc on a à chaque fois le nom de la porte A, B, C ou D qui est indiqué en dessous. Et vous voyez que dans la première période entre 2017 et 2018, on avait un taux de vrais positifs de 16%, de faux positifs de 0,7%. 2018, fin 2018, de 10% pour les vrais positifs, faux positifs 0,2%. Et dans la période critique, on était à plus de 2% de faux positifs. En fait, ce problème de contamination et de résultats faussement positifs a été également décrit dans la littérature. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'équipes, notamment l'équipe de Jacques Schrenzel en Suisse, qui a montré également toute une série de résultats faussement positifs pour Haemophilus influenzae lors de la manipulation d'échantillons avec ce test méningé. Et donc les conclusions de l'auteur, c'était qu'il disait, ben, c'est pas clair de savoir si les échantillons faussement positifs sont dus à des mauvaises pratiques préanalytiques ou des contaminations au niveau de l'échantillon ou éventuellement à des artefacts analytiques. En tout cas, la chose qui est importante, c'est que la manipulation des échantillons nécessite de mettre en place enfin, exige en tout cas des précautions d'usage dans la manipulation qui sont très rigoureuses de manière à pouvoir diminuer la réaction de faussement positive. Nous prenons un autre papier également de chez Gomez où il montre également qu'ils ont eu le même problème avec des contaminations ou des faux résultats faussement positifs pour l'herpès simplex 1 dans ce type de panel-là. Et en fait, le point
important, c'est de se rendre compte que non seulement chez nous, durant cette période-là d'été 2019, on avait un taux de contamination qui était relativement élevé, mais ça a été vérifié par d'autres laboratoires qui ont pris en charge les échantillons avec ce type d'analyse-là. Et Biomérieux, en fait, a été relativement transparent par rapport à ça et s'est rendu compte, en fait, que une des grandes sources de contamination, c'est dans la manipulation des échantillons et même plutôt la manipulation des réactifs qui sont associés à ces kits-là. Donc généralement, les kits se présentent par kit de 30. Donc vous avez des différents sachets, comme vous avez pu le voir sur la photo, que l'on doit ouvrir, manipuler. Et le fait de les travailler, de les manipuler dans des conditions qui ne sont pas appropriées, savoir sans gants, sur et un environnement qui n'a pas été correctement stérilisé, ben, augmente le risque de contamination parce qu'on a parmi les micro-organismes qui sont détectés par ce panel-là, il y a des micro-organismes qui sont commensaux, comme l'Haemophilus influenzae, ou relativement retrouvés fréquemment dans la population, comme l'herpès simplex virus. Et donc, la firme Biomérieux a mis en place un petit guide en 4 étapes sur la façon dont le prélèvement devait être, l'échantillon devait être prélevé de manière la plus adéquate possible en minimisant les risques de contamination, mais également au niveau des laboratoires, la façon dont l'échantillon devait être pris en charge le plus rapidement possible, dans des conditions qui sont les plus adéquates pour pouvoir limiter au maximum le risque de contamination. Il y a différents papiers qui sont sortis, notamment ici le papier de Bouham, qui décrivent en fait les bonnes mesures à prendre dans la manipulation des échantillons pour limiter au maximum ce type de contamination-là. Ce qu'on a fait également au niveau du laboratoire, c'est qu'on a défini un algorithme de prescription, de réalisation plutôt de ce test-là. C'est-à-dire qu'on est parti du principe de se dire, moins on fait ce test-là, plus on réduit le risque d'avoir des résultats faussement positifs. Et donc, on a mis en place un algorithme qui définit les types de patients pour lesquels on va réaliser ce test-là. Savoir que si c'est un prélèvement qui vient d'une sous-traitance, on réalise d'office le test. Mais si c'est un patient qui est hospitalisé chez nous et qu'il s'agit d'un enfant de moins de 2 ans, on fait d'office le test. Si c'est un patient immunodéprimé, on fait d'office le test. Et si on a un taux de globules blancs supérieur à 5, on fait également le test. Dans les autres cas, on ne réalise pas le test. Ce qui a permis d'une part de réduire le nombre de tests inutiles que l'on a réalisé au niveau du laboratoire, mais également par l'adoption de cet algorithme-là et par en éduquant encore plus le personnel et en le sensibilisant par rapport aux risques de contamination croisée que l'on peut avoir, de revenir à des taux de contamination qui sont relativement bas. Ici, on a vu le suivi 2020-2021, on a des faux positifs en 0,2% des cas. Et juste pour mentionner également que ce type d'algorithme a été adopté par toute une série d'autres laboratoires et sont en fait validés cliniquement parlant par les littératures internationales. Deuxième point que je voulais parler, le problème de contamination, c'est notamment l'utilisation d'automates de biologie moléculaire, notamment des gros automates qui permettent de prendre en charge plein d'échantillons. Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris le cas du Cobas 6800 de chez Roche, qu'on a introduit dans le laboratoire, notamment lors de la pandémie Covid, parce qu'il nous permet de prendre en charge un grand nombre d'échantillons de manière assez rapide. C'est des automates qui travaillent par batch de 96 échantillons. Mais comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, c'est un système de tube ouvert, c'est-à-dire que vos échantillons, ils sont prélevés, ils sont déposés dans l'automate décapé et ils sont prélevés par un système de pipetting et déposés dans des plaques réactionnelles qui permettent de faire à la fois l'extraction et l'amplification. Et donc le fait d'avoir ces systèmes de tubes ouverts introduit un risque de contamination parce que ces pipettes peuvent dans certains cas larguer des microgouttelettes dans les échantillons environnants, des échantillons pardon, adjacents et créer ainsi des contaminations croisées. Et donc lorsqu'on a fait la validation de ces automates-là, on l'a fait en suivi avec la firme Roche. Et donc, on a mis classiquement, comme on fait dans les tests de contamination croisée, en alternance des échantillons positifs et négatifs. Alors, la difficulté au niveau de ces odomates-là, c'est que vous ne pouvez pas simplement mettre dans vos racks un pose un egg, un pose un egg, un pose un egg. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'automate est fait de manière à optimiser le déplacement de ses bras
Et donc, la position des tubes que vous mettez sur vos portoirs ne correspond pas à la grille en fait d'exploitation au niveau de l'extraction et de l'amplification. Mais ça, peu importe, c'est un détail technique. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait une alternance d'échantillons positifs et négatifs. On a pris des positifs relativement faibles, donc on a un positif de 33, donc c'est pas non plus des échantillons qui sortent à 35, à 25 ou à 20 qu'on a pu le voir parfois. Et on a mis en alternance 50% d'échantillons positifs et 50% d'échantillons négatifs. Et on s'est rendu compte, en fait, en faisant 3 fois le test, qu'on avait chaque fois une contamination, au moins un échantillon négatif ressortait positif en mettant en alternance des échantillons positifs et négatifs. Par contre, en faisant une alternance d'échantillons positifs et négatifs à 25%, donc 25 poses, 75 nef, à ce moment-là, on n'avait pas de contamination. Et donc, ce qu'on a mis en place comme indicateur qualité par rapport à ça, ben, c'est de suivre en fait, durant les périodes d'épidémie importantes, le nombre de positifs que l'on avait dans nos séries. Et lorsqu'on avait on dépassait un seuil fixé à 25%, à ce moment-là, on rajoutait plus de contrôles négatifs dans nos séries de manière à pouvoir valider celle-ci. Et voici par exemple un exemple de ce qu'on avait durant la période mai à septembre 2022. Toutes les semaines, on fait un relevé du nombre d'échantillons qui ont été réalisés en positif et en négatif et du taux de positivité. Et lorsqu'on a un taux de positivité qui avoisine 20-25%, à ce moment-là, on met plus d'échantillons négatifs, ce qui permet de vérifier l'absence de contamination croisée et de s'assurer que les résultats que l'on a rendus sont corrects. Le dernier indicateur qualité dont je vais vous parler et qui concerne encore la gestion de l'environnement est la mise en place de plans de surveillance de la qualité environnementale de votre laboratoire. L'idée est de voir en fait le taux de contamination environnementale que vous avez de manière basale dans votre laboratoire, parce qu'on sait très bien qu'on ne travaille pas dans des milieux complètement stériles. Et ce qui est important également, c'est de pouvoir déterminer au niveau qualitatif, c'est-à-dire en termes d'espèces microbiennes présentes, ou quantitatif, c'est-à-dire leur quantité, soit en CFU par centimètre carré, ou en valeur de CT si vous faites des PCR. C'est un indicateur important car il permet d'objectiver la présence de micro-organismes environnementaux et d'avoir ainsi une idée sur le type et le nombre qui sont présents. Et cela permet également de prendre éventuellement des mesures préventives pour limiter leur impact dans vos analyses ou des mesures proactives en cas de contamination avérée dans vos runs analytiques. Alors, au laboratoire, on met en place cet indicateur-là en réalisant différents types de prélèvements, soit des prélèvements de surface que l'on peut faire avec des boîtes Rodac, ce sont des boîtes dans lesquelles vous avez une gélose bombée que vous pouvez appliquer sur une surface, ou soit en réalisant un écouvillonnage et en faisant par la suite un ensemencement ou une PCR directement sur le produit d'écouvillonnement. On réalise également des prélèvements aériens qui peuvent se faire soit avec une machine d'impaction, c'est-à-dire que une machine qui va aspirer l'air ambiant et venir l'impacter sur une gélose et vous pouvez mettre ensuite cette gélose à incuber et voir la quantité de micro-organismes que vous avez par mètre cube qui ont été impactés. Ou ce qu'on le fait plus facilement en sédimentation passive, c'est-à-dire que vous mettez des géloses dans le laboratoire, vous les laissez ouvert quelques heures, puis vous mettez à l'incubateur et vous regardez ce qui a poussé. Voilà le type de données que l'on peut avoir dans le laboratoire, c'est-à-dire que vous avez ensuite ce type de rapport-là dans lequel vous mettez les différents lieux sur lesquels les prélèvements ont été réalisés, que ce soit au niveau du laboratoire ou des plans de travail particuliers ou même au niveau des frigos, des enceintes réfrigérées, des enceintes chaudes, enceintes froides, et vous indiquez le nombre de bactéries que vous avez, leur fréquence et le type de micro-organismes que l'on peut avoir, avec principalement des bactéries environnementales comme des Micrococcus, des Staphylococcus epidermidis ou éventuellement de l'Aspergillus niger qui est plus problématique si vous les retrouvez notamment au niveau de votre incubateur. On peut le faire également en termes de PCR, on le réalise également au niveau du laboratoire, notamment dans le cadre des contaminations dont j'ai parlé tantôt, au niveau des filmerets, on avait pas mal de contaminations avec l'herpès simplex de type 1, ben on a bien faire de manière régulière des PCR HSV1 au niveau de l'environnement pour voir si on n'a pas des contaminations, des sources de contamination possibles. On voit ici dans le tableau de gauche que tous nos PCR dans le cadre là ont été réalisés et sont négatives. Et ce qu'on aime bien également faire également, c'est PCR Aspergillus parce que l'on sait que c'est un micro-organisme qui est présent dans l'environnement de manière importante. Et vous pouvez voir dans certains points, au niveau de la paillasse, au niveau des hôtes influents mineurs,
au niveau de certains automates, on a dans certains cas présence à très faible taux de, de ce micro-organisme-là. Et donc, ces tests environnementaux servent de rappel important pour les technologues pour bien mettre en place leur procédure de décontamination et qui respectent bien les procédures d'usage. Attention que la présence de ces micro-organismes-là ne veut pas nécessairement dire que vos résultats sont faussement positifs, parce que vous avez dans vos séries toute une série de contrôles négatifs qui sont mis et qui vous permettent d'attester de la bonne réalisation de vos analyses. Donc en conclusion de cet exposé, ce qui est important à retenir, c'est comment se fait le choix de ces indicateurs qualité, alors que ce soit pour la microbiologie, mais également pour les autres disciplines. Ce qui est important de se dire, c'est que le choix de ces indicateurs se fait toujours sur base d'une analyse de risque. C'est-à-dire que la connaissance de vos flux et la maîtrise de ceux-ci vont vous permettre de définir quelles sont les zones qui sont les plus à risque de survenue d'un événement indésirable. Et donc, dans ces zones-là particulières, vous mettez des indicateurs de qualité. Vous pouvez mettre des indicateurs qualité sur votre système qualité, comme on l'a vu avec les non-conformités, les CAPA, les audits internes et externes. Mais vous avez également l'obligation de couvrir les différents aspects de votre flux, qu'ils soient pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. Vous pouvez mettre également des indicateurs sur vos ressources, que des personnels locaux, les réactifs et tout ça. Mais surtout, le message important, c'est choisissez des indicateurs de qualité qui vont avoir une vraie plus-value, qui vont vous donner une indication, une information qui est pertinente et que vous allez pouvoir exploiter. Ne mettez pas des indicateurs de qualité pour faire plaisir à Belloc ou à vos éditeurs, ça ne sert à rien. Attention au piège également, ne mettez pas en place trop d'indicateurs qualité. Il faut que vos indicateurs soient ciblés, bien choisis et pas trop nombreux, sinon vous allez être complètement débordé et vous serez noyé dans les informations. Et surtout, dernier point important, c'est de garder toujours un esprit critique par rapport aux résultats que fournissent vos indicateurs qualité. Merci beaucoup de votre attention et je vous laisse avec ma collègue Cécile May qui va vous parler des indicateurs préanalytiques que l'on a mis en place en bactériologie. À bientôt.